Bienvenue dans ce troisième webinaire des rendez-vous de l'innovation RH qui est organisé par l'UCANS, le Lab RH, et en partenariat avec Espace Social Européen. Je suis Virginie Cabour, donc la directrice du Lab RH, et j'ai le plaisir avec Alexandre Beau aujourd'hui de vous accueillir pour cette série d'émissions dédiées à l'innovation RH dans les réseaux et dans les organismes, avec l'idée de mettre à l'honneur et de partager les expérimentations et les solutions innovantes qui ont été développées ces derniers temps sur des thématiques RH. Alors, vous avez pu le constater en juin si vous étiez présent, nous avons parlé du recrutement et des solutions innovantes. En septembre, nous étions sur la thématique de l'intégration et aujourd'hui, nous sommes sur le sujet de la transformation managériale. Voilà, donc je vais laisser la parole à Alexandre. Merci Virginie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette troisième édition des rendez-vous l'innovation RH de la sécurité sociale. Comme l'a dit Virginie, c'est un sujet assez dense qu'on aborde, qu'on a déjà abordé deux gros sujets denses, mais celui-là il est un peu particulier parce qu'il est très divers. C'est ce qu'on va constater au cours de l'émission. Qu'est-ce que la transformation managériale? C'est à la fois des postures internes, la position du manager par rapport à ses équipes, par rapport à la direction, par rapport maintenant à ces attentes que nous avons sur le besoin d'avoir plus d'autonomie, de force de proposition des acteurs sur le terrain. Et en même temps, c'est des dynamiques extérieures qu'on constate de plus en plus. Les caisses de sécu évoluent perpétuellement, nouveaux services, nouveaux contextes, besoin de se réadapter, d'aménager dans des temps records. On prend encore l'exemple de la crise sanitaire, on en est en plein dedans et vous nous voyez avec les masques, vous comprendrez qu'on est en pleine crise sanitaire, sur le contact tracing qui avait été mis en place en quelques jours dans les CEPAM, alors qu'avant on était encore sur des processus qui prenaient des mois. Donc cette mobilité, cette dynamique, on se rend compte que parfois elle s'agrège sur des projets d'entreprise qui portent une idée de transformation managériale et on va voir au cours de cette émission quelques exemples des caisses locales qui sont vraiment très intéressants et très pertinents à voir. Mais d'abord Virginie, vous le disiez, vous tuez ça depuis longtemps à l'abus RH. Alors est-ce que c'est des phénomènes qu'on trouve très ciblés, c'est des caisses un peu partout sur le territoire qui, dans leur coin, entre guillemets, font quelque chose, ou il y a une lame de fond, une dynamique qui s'engrange dans les réseaux? Alors, il y a une vraie dynamique de fond, mais avant de parler de ce point, je veux quand même aussi présenter sur le plateau Jérôme Frito, voilà, quand même pour présenter les acteurs qui vont participer à ce webinaire ce matin. Donc, Jérôme Frito, qui est le DRH et de la transformation donc, de la CNAV et de la branche retraite, et également Virginie James, qui est chef de projet au sein du Lab RH. Et nous vous accueillons aussi à distance, évidemment aujourd'hui vu le contexte sanitaire, 4 organismes. Donc vous avez Jérôme Roteta qui est le directeur de la CAF des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, nous avons Antoine Bourdon qui est le directeur de la CEPAM de l'Aude. Nous avons également Diane Blanchard qui est la DRH de la CARSAT Aquitaine, pardon. Et puis ensuite, Monsieur Bussière qui est le responsable RH de l'URSSAF Bretagne. Voilà. Nous à tous. Tout le monde est là. Voilà. Donc oui, effectivement, pour répondre à ta question, Alexandre, c'est vrai qu'on constate qu'il y a une dynamique de fond qui s'installe déjà, ne serait-ce que par les orientations nationales depuis quelques années, et on le retrouve au travers des COG et des SDRH. Il y a une vraie volonté de faire évoluer la posture managériale vers une posture plus ouverte, plus agile, qui favorise la participation des collaborateurs, la subsidiarité. Et puis c'est aussi pour répondre à des attentes et des évolutions sociétales. On constate que les collaborateurs ont envie et souhaitent aujourd'hui plus de sens, plus d'échanges dans leurs relations avec leurs managers. Ce phénomène, il a été amplifié avec le télétravail et le contexte du travail en mode hybride. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que de ce que l'on constate dans les organismes avec lesquels on travaille, c'est que le management en mode command and control n'est plus le modèle attendu par les managers qui sont dans nos organismes. Voilà. Ni par les managers, du coup. Et ni par les managers. Bon, on va en parler justement avec Jérôme Frito. Justement, Jérôme, on parlait,
Virginie me parlait de toutes ces hybridations, ces nouveaux modes opératoires. Est-ce qu'au sein de la branche retraite, on constate aussi cette lame de fond, ces attentes à la fois du manager, des directions que des équipes? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, ravi d'être avec vous et merci pour l'invitation. Donc, évidemment, la branche retraite est largement concernée par ces lames de fond. Alors, quand on parle de transformation managériale, il faut toujours être prudent parce que les managers disent « mais pourquoi vous voulez nous transformer ?» Première question souvent posée, il ne s'agit pas de transformer les hommes et les femmes qui composent la communauté managériale de la branche retraite, mais tout simplement, et vous l'avez un peu expliqué, on est dans des transformations de fond, des transformations globales, et évidemment, on constate quand même que les attendus en matière managériale sont en train d'évoluer, et les managers eux-mêmes font évoluer leur posture, font évoluer leur rôle, et nous sommes là pour les guider. Les transformations, elles sont multiples, mais globalement, et ce qu'on entend beaucoup actuellement, là, de manière très actuelle, c'est une accélération des temps, un manque de temps, et cette accélération des temps, elle est à plein de niveaux. L'accélération des temps politiques, on a vu à quelle vitesse on a dû conduire l'intégration des salariés de la sécurité sociale, des indépendants, il n'y a pas si longtemps. On a l'impression que c'est déjà loin, mais c'était au 1er janvier 2020. On a l'accélération des temps sur l'évolution des réseaux, on a l'accélération de l'évolution des attentes de nos collaborateurs et des attentes de nos clients, les assurés. On a évidemment des évolutions technologiques qui accélèrent aussi, et puis on a des éléments exogènes très importants, et notamment la crise sanitaire. Le besoin d'adaptation, y compris sur la posture managériale, a été extrêmement fort. On a tous, dans tous les réseaux, tiré les enseignements de cette crise sanitaire pour, à toute vitesse, je dirais, faire évoluer notre organisation du travail, et on a plutôt bien fait d'accélérer très fort parce que certaines entreprises ont décidé de prendre le temps en pseudo-sortie de crise, alors qu'au contraire, aujourd'hui, on est déjà en train d'y replonger, et c'est vrai que si autant d'organismes ont aujourd'hui signé des protocoles d'accord télétravail complètement rénovés, ça nous permet aujourd'hui d'être un peu plus serein pour nous adapter au fil de l'eau, et encore là, ces derniers jours, on est encore en train d'adapter nos modalités d'organisation en fonction de la circulation du virus. Donc autant finalement de phénomènes qui bousculent évidemment la manière d'animer les collectifs, de se positionner par rapport à des transformations qui sont profondes. Et on le voit, je vais prendre l'exemple des transformations métiers et SI qui sont extrêmement fortes actuellement dans la branche retraite. Le rôle du manager, il est extrêmement important parce qu'une évolution SI, quand elle se concrétise d'abord par beaucoup d'incertitudes, beaucoup de perturbations et souvent beaucoup de manifestations de frustration, de mécontentement, parce que c'est des lames de fond là aussi qui s'enclenchent dans la durée. Et un manager qui va être à l'aise, c'est un manager qui va réussir à la fois à gérer le temps court et essayer d'accompagner le mouvement, parfois un peu à contre-courant des attentes qu'on a vis-à-vis de lui, c'est-à-dire qu'il va mettre souvent le nez un peu plus dans la technique, comme on dit, qu'avant, mais en même temps qu'il va réussir à donner le sens et la trajectoire à son équipe pour que au moins l'espoir soit là et qu'on soit dans la bonne direction pour appréhender les évolutions métiers, les évolutions d'organisation et les nouvelles mécaniques d'organisation micro du travail. Oui, alors, moi j'ai une question parce que vous avez enclenché il y a peu une nouvelle démarche autour d'un SDRH rénové, votre schéma des directeurs RH transformé. Ma question c'était de savoir en quoi ça a accompagné les transformations, bien évidemment organisationnelles, mais surtout les transformations managériales qui sont à l'œuvre dans les réseaux. Alors, cette démarche-là, déjà, elle vise à manager différemment, je dirais, déjà une politique RH de réseau. C'est-à-dire se dire qu'on sort du prescriptif caisse nationale avec une batterie d'indicateurs, façon convention d'objectifs et de gestion de la performance et une volonté de la caisse nationale d'obtenir la déclinaison locale multipliée par le nombre de caisses d'un schéma figé RH qui généralement est adossé à une période conventionnelle. Là, on détend tout ça, on décorrèle
sans décorréler le fond et évidemment les trajectoires de service public, mais décorréler les temporalités, et surtout s'adapter le plus possible au terrain. Une politique RH pertinente, c'est une politique RH qui vient du terrain. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, et je pense pour le moment avec une certaine réussite, c'est déjà construire tout ça avec le réseau des DRH, et en même temps d'avoir un document qui est finalement notre premier cahier de tendance RH, et pour le coup, on fait partie des entités peut-être un peu rares à avoir travaillé dans cette logique-là, en UX design notamment. Mais surtout, c'est un document dynamique qui va évoluer tout le temps et qui s'appuie essentiellement sur les initiatives locales. Toute la dynamique de ce schéma directeur, c'est 11 objectifs extrêmement simples, compréhensibles, appréhendables par tous parce qu'ils ont été co-construits, et une alimentation au quotidien et un échange de pratiques par des caisses qui nous alimentent finalement sur chacun de ces objectifs. C'est en parfaite cohérence avec l'exercice que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Tout à fait, M. Frito. En plus, vous faites une parfaite transition par rapport aux caisses à qui on va donner la parole. Vous la reprendrez un peu après parce qu'on va faire un peu un bilan de ce qu'on va entendre ce matin. Alors, pas que de la CARSAT, il y a une CARSAT dedans, donc on va lui demander à Jérôme d'être gentil et de ne pas trop mettre en avant la CARSAT par rapport aux autres. Mais, voilà. Mais justement, sans transition, on va basculer maintenant, donner la parole aux acteurs que Virginie a introduit tout à l'heure. Je te remercie Virginie. Et on va aller dans le sud, on va aller à la CAF du 64, la CAF Pyrénées-Atlantiques, voir son directeur, M. Rotetta. Je ne sais pas s'il m'entend. Je vous entends très bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, M. Rotetta. Vous connaissez un peu le format de l'émission. On vous laisse un temps pour présenter ce que vous avez mis en place au sein de la caisse et après on vous pose une petite question, voilà, Virginie ou moi, chacun à son tour. Parlez-nous un petit peu de ce projet d'entreprise CAP 64 que vous avez instauré au sein de la caisse. Et tout à l'heure, M. Frito parlait un peu d'échanges de pratiques et autres au sein des caisses. Je crois que c'est un leitmotiv de votre projet. Alors peut-être pour débuter, dire que la CAF des Pyrénées-Atlantiques, ce sont 360 collaborateurs pour 140 000 foyers allocataires et 500 structures qui sont accompagnées par l'organisme. Et nous nous sommes lancés, comme un certain nombre d'organismes, dans la logique de la transformation managériale. Et comme l'a dit Jérôme Frito, ça a été vécu comme non pas une fin en soi. La transformation managériale n'est pas une fin en soi. On ne se transforme pas pour se transformer comme on peut trop souvent l'entendre, mais on souhaite faire évoluer les managers car c'est un moyen essentiel au service d'un but qui est celui d'impulser des évolutions globales au sein de la CAF pour améliorer, in fine, le service à l'usager dont les attentes et les besoins évoluent en permanence. À mon arrivée en tant que directeur à la CAF fin 2019, il y avait une particularité, c'est que la CAF des Pyrénées-Atlantiques avait vécu une fusion très récente des CAF de Bayonne et de Pau, laissant la survivance de deux cultures d'entreprises vraiment très différentes. Un besoin aussi fortement exprimé par l'ensemble des collaborateurs de savoir là où la CAF voulait aller. Une recherche de sens, une question existentielle, des enjeux de positionnement, de l'encadrement, la nécessité aussi d'optimiser la gouvernance et enfin un besoin de plus grande communication et de plus grande performance. Et donc l'élaboration d'un projet d'entreprise nous semblait être un moyen pertinent pour relever ces défis. Notre enjeu, c'était d'en faire une démarche pragmatique et simple et embarquer l'ensemble des collègues. L'idée n'est pas d'avoir un projet d'entreprise qui sert à caler les bureaux ou à remplir les étagères. Notre projet d'entreprise, c'est bien une démarche au service de notre raison d'être. Notre raison d'être, comme toutes les cas, ce sont les allocataires que nous accompagnons et auprès desquels nous devons conserver une relation de confiance. Alors, notre première ambition, c'est donc d'apporter un service public qui se veut d'excellence en mettant tous nos publics au centre de nos décisions et de notre organisation. Et la deuxième ambition, c'est de faire de la CAF des Pyrénées-Atlantiques une CAF laboratoire en vue de construire la CAF du futur, une CAF tournée donc vers l'innovation. À travers la méthodologie aussi utilisée pour élaborer et faire vivre ce projet d'entreprise, ce sont des convictions qui sont portées. Alors d'abord, il y a la conviction que nos allocataires seront d'autant mieux servis que nos collaborateurs seront en situation de réussite et fiers de leur travail.
Et puis, il y a aussi la conviction que l'importance de l'intelligence collective et de la délégation de responsabilités avec une démarche pleinement collaborative. À l'issue de ces travaux, il en résulte un projet d'entreprise qui s'appelle CAP 64. CAP comme C de collaborateurs, A d'allocataires et P de partenaires. Il en résulte un slogan aussi qui a été proposé par un collaborateur qui parle à la fois en interne mais aussi en externe, un projet pour tous, une place pour chacun. Et donc, comme vous le voyez, ce qui caractérise la démarche du projet d'entreprise de CAP 64, c'est le sens de notre vision. Et Jérôme Frito insisté sur la nécessité de ce sens, mais c'est aussi son caractère global, c'est-à-dire qu'on a voulu une approche totalement systémique, puisqu'il s'agit d'un projet de changement qui englobe donc le partage de la vision, le partage de valeurs, une nouvelle organisation aussi totalement centrée public, une refonte de la gouvernance, une évolution culturelle vers un fonctionnement plus collaboratif, des outils plus adaptés, et un accompagnement de la ligne managériale, donc à travers un projet de transformation managériale, car nous savons tous l'importance des managers dans nos organisations telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et donc notre projet d'entreprise, c'est 4 axes, un axe par public, allocataire, partenaire, collaborateur, et le 4e, c'est sur le pilotage global. Et donc l'axe 3, qui est orienté public-collaborateur, s'appuie sur le principe de la symétrie des attentions, avec l'idée que les expériences usagées font écho aux expériences collaborateurs. Ainsi, notre conviction est la suivante, si les fonctions support donnent le meilleur d'elles-mêmes au profit des fonctions métiers, celles-ci donneront le meilleur d'elles-mêmes à nos publics. Alors, on se pose la question de qu'est-ce que l'expérience collaborateur. Cette notion renvoie à l'ensemble des moments qui sont vécus au quotidien par nos collaborateurs dans l'entreprise, de l'arrivée dans l'organisme, la question de la formation, la question de l'accompagnement managérial, aux événements comme la maternité, la paternité, la retraite et j'en passe. Et donc, se pose la question de savoir quels sont les déterminants pour en faire une expérience collaborateur réussie. Et donc là, c'est tout l'enjeu de véritablement mieux comprendre les attentes et les aspirations qui sont aujourd'hui exprimées par les collaborateurs dans une société et un monde de travail qui évolue en permanence et de plus en plus rapidement. Et donc, pour travailler sur cette expérience collaborateur, nous appuyons sur 6 chantiers qui sont portés par des groupes actions qui mêlent à la fois des managers, mais aussi des collaborateurs. Et donc, les 6 chantiers sont un sur les espaces de travail, un autre sur les modes d'organisation hybrides, un 3e sur la communication interne, le 4e c'est sur les offres de services RH qui sont proactives et personnalisées, et un dernier sur la transformation managériale. Concernant la transformation managériale, l'idée c'est véritablement de synchroniser les évolutions du management et les évolutions du monde du travail, qui ont été rappelées, digitalisation, mode hybride, les attentes nouvelles des collaborateurs. Et donc, ce sont des éléments qui invitent à une perpétuelle évolution du métier du manager, avec cette idée de mettre les managers en condition de réussir dans ce contexte évolutif et, in fine, d'accompagner au mieux leur équipe. Cette démarche a la particularité d'être pensée et proposée depuis l'origine en lien avec les 2 CEPAM du département, à savoir les CEPAM de Pau et de Bayonne. Dans le cadre de la transformation managériale, il y a plusieurs leviers qui ont été activés. Il y a la formation, il y a l'inspiration, il y a la co-construction et enfin, depuis peu, le coaching. Concernant la formation, il y a un parcours de formation qui a été conçu pour tous les managers, qui inclut du co-développement, des formations à la gestion des priorités, formation sur la RH, l'affaire de tous, une sur l'affirmation managériale, une autre sur mieux communiquer, et donc la communication non violente, des ateliers entre pairs, et puis on va finir le parcours de formation par du design thinking. Au-delà, ce sont aussi des temps d'inspiration. Et donc, l'idée, c'est de faire intervenir des personnes d'horizons très divers via des webinaires ou via des animations en réunion. Donc, on fait intervenir des sociologues, des universitaires, des personnes du monde de l'entreprise. Le dernier exemple que j'ai en tête, c'est Romain Poit, qui est un arbitre international de rugby, qui nous a accompagnés sur une journée sur la question de la responsabilité
qui est une des valeurs de notre projet d'entreprise, pour faire le parallèle entre le monde arbitral et celui de l'entreprise et avoir un regard un petit peu décalé sur notre propre vie quotidienne. Ce sont aussi des temps de co-construction et donc il y a le groupe action du chantier qui est composé, comme je l'ai dit, de collaborateurs et de managers qui ont par exemple travaillé sur la déclinaison de toutes nos 6 valeurs du projet entreprise en pratique et en posture managériale. Et donc on a travaillé par exemple sur la valeur considération en matière, quelles sont les implications en matière d'évaluation des collaborateurs. Donc ça renvoie à la question des feedbacks réguliers qu'on fait auprès des agents, la question de la conduite d'un EEA, mais plus largement, comment on fait évoluer nos modalités d'évaluation. Et on dépasse le cadre de l'EEA. Un point aussi très intéressant sur lequel je souhaitais revenir, c'était dans le cadre du Lab RH de Lucans, toujours avec les 2 CEPAM, de Pau et de Bayonne, et avec toujours cette idée d'aller plus loin, nous avons cherché à faire évoluer ensemble 3 éléments, les offres de services RH, la fonction managériale et l'environnement de travail du collaborateur. Et donc, à l'issue d'une semaine de DJ Hackathon, nous avons établi une problématique autour des interactions entre ces différents acteurs. Et la méthode proposée pour travailler sur ces interactions réussies, c'est le théâtre, avec cette idée que par des mises en situation et des scénettes, on va pouvoir reproduire des situations de travail quotidiennes, aussi bien dans une version réussie que dans une version manquée. Et donc, il y a un événement qui est en cours de conception pour le premier trimestre 2022. En conclusion, peut-être, insister sur le fait que c'est bien le collaborateur qui est au centre du chantier management, parce que c'est pas toujours perçu comme cela par l'ensemble des collaborateurs, mais tous les efforts qu'on fait sur le management, c'est in fine pour le collaborateur. Et enfin, je finirai mon propos par remercier l'ensemble des équipes et l'ensemble des managers de la CAF des Pyrénées-Atlantiques qui œuvrent au quotidien et qui permettent d'avancer dans le cadre de ce projet d'entreprise, cette transformation managériale, ainsi que les équipes et les managers des CEPAM de Pau et de Bayonne. Merci, Monsieur Roteta. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, le retour micro. C'est bon, c'est impeccable. Merci beaucoup. En tout cas, pour ce point de vue général, et on voit que le champ des possibles est fantastique, entre guillemets, dans l'approche que vous avez, sur laquelle vous avez opté. Vous avez parlé des 2 CEPAM avec lesquels vous travaillez, donc d'une logique d'interbranche. Est-ce qu'au-delà des aspects de formation, des autres aspects que vous avez présentés, il y a une volonté d'aller encore un peu plus loin dans la démarche managériale commune, où chaque entité doit rester, entre guillemets, maîtresse de son propre territoire? Alors, le partenariat avec les 2 CEPAM du département est véritablement global et quotidien. Et ce sont tous les secteurs qui travaillent de concert pour proposer des actions communes au bénéfice de nos allocataires qui sont aussi des assurés et au bénéfice de nos collaborateurs. Donc, il y a des chantiers d'accueil commun, des parcours usagers qui sont travaillés ensemble, le parcours naissance, le parcours pour les personnes en situation de handicap, le parcours étudiant. Et cela véritablement a du sens car nous avons les mêmes usagers et puis nous avons des fonctions support comparables. Et donc, il était du coup très naturel que ce partenariat se décline sur la transformation managériale. Donc, on a d'abord partagé des volontés communes en matière d'accompagnement de nos managers. Et donc, il y a eu des premières intentions de parcours de formation que l'on a souhaité faire démarrer très rapidement au plus près de la gestion de la crise sanitaire avec des ateliers de co-développement qui avaient été lancés en juin 2020. Et ce parcours de formation se poursuit et s'enrichit au fil de l'eau de nouvelles actions avec ce parcours qui concerne l'ensemble de nos managers. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que à chaque fois, pour chaque action, on réunit des managers des 3 organismes. Et ça permet des externalités positives au-delà même de la question du management avec d'une meilleure connaissance mutuelle des services, un rapprochement du coup entre eux, des émulations d'idées et tout cela au service de nos publics communs. Et là, par exemple, on a réalisé aussi des diagnostics communs sur le thème des RH qui nous conduit aujourd'hui à réunir les équipes RH des 3 organismes et des managers sur la production de livrables et des offres de services communes concernant la gestion des congés, le parcours d'intégration des managers, etc. Et donc, c'est toutes les semaines que les équipes se réunissent et travaillent ensemble de manière totalement intégrée et complémentaire. Avec toujours cette idée et ce souci d'améliorer la qualité du travail rendu au service des collaborateurs.
Et donc, j'ai envie de finir en disant que chaque jour nous démontre toujours un peu plus l'intérêt de poursuivre l'approfondissement de notre partenariat sur la question de la transformation managériale, sur la question RH, mais sur l'ensemble des sujets. En fait, on découvre que finalement, on a vécu souvent de manière parallèle avec les CEPAM, alors qu'on a tout intérêt à mieux travailler ensemble. Et certainement, c'est le cas avec les autres organismes de sécurité sociale. Merci beaucoup en tout cas, je suis désolé de vous avoir interrompu, il faut donner la parole un peu à tout le monde. Et j'ai aussi, il faut parler à nos spectateurs qui nous voient cette année, nous avons une nouveauté, c'est que vous pouvez poser des questions sur le fil de l'émission et en fin d'émission, Virginie Cabot, mais Virginie James viendra poser 2-3 questions un petit peu qui ont concentré le plus de demandes à nos interlocuteurs d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à poser des questions, tapez dessus sur votre clavier, on en fera à écho juste après. On était au Pyrénées-Atlantiques, on va remonter dans la même région, on va aller du côté de la CARSAT Aquitaine, où Madame Diane Blanchard, directrice des ressources, est avec nous. Est-ce qu'elle m'entend? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour Madame Blanchard. Madame Blanchard, on a eu l'expérimentation de la CAF. Maintenant, on va parler un peu de l'expérimentation au sein de la CARSAT, avec notamment ce projet MPM. Vous allez nous en parler, nous expliquer un petit peu comment ça fonctionnait et la suite qui va être donnée à cette initiative. Le stage is yours, comme on dirait en anglais. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, je vais vous parler de l'initiative MPM qui a été mise en place à la CARSAT Aquitaine. Alors MPM, c'est quoi? Donc c'est une initiative locale qui est issue d'un projet d'entreprise de la CARSAT, donc le projet d'entreprise 2014-2017. Donc vous voyez, ça commence à remonter quand même à il y a quelques années, dans lequel nous avions identifié déjà une thématique autour des besoins des managers, qu'on avait appelé Être manager, donc tout un programme en un seul projet, hein, qui était un peu les bases de nos réflexions sur ces sujets du management et de ce qu'on appelle maintenant la transformation managériale. Donc ce projet d'entreprise et cette action aboutit à la conception de ce fameux groupe, donc MPM pour manager pour les managers, donc c'est la signification. Donc c'était un groupe d'une dizaine de managers volontaires, donc ça c'est extrêmement important, qui étaient issus de tous les secteurs de la CARSAT, donc aussi bien des fonctions support que de la production, de la relation client, de nos différents métiers, retraite, service social, risque professionnel, donc vraiment très complet, et aussi bien des managers de proximité que des managers supérieurs, donc avec une représentativité des différents types de profils managériaux. Donc groupe qui fonctionne de façon autonome, hein, donc autogéré entre guillemets, avec pour objectif de créer du lien entre les managers, de fédérer le collectif managérial et de faciliter à l'époque, hein, puisqu'on en était vraiment aux prémices, l'acculturation de l'ensemble des managers de la caisse aux nouvelles pratiques de management. Donc voilà un petit peu sur les objectifs. Donc ça a été une expérience qui a été vraiment innovante, hein, pour la CARSAT à différents niveaux. Donc comme je vous le disais, c'était un groupe qui fonctionnait de façon autonome. Donc ce groupe de managers faisait sa feuille de route, identifiait les thématiques sur lesquelles il souhaitait travailler, faisait des propositions à la direction, gérait un budget, faisait des propositions à ses collègues. Donc vraiment, je dirais, un fonctionnement voilà, complètement autonome. Donc nous, côté direction, on leur a laissé carte blanche, hein, clairement, pour pouvoir expérimenter, tester, proposer des actions innovantes et travailler sur les thématiques qui les intéressaient. Donc voilà, à l'époque, hein, on est quand même une grosse CARSAT, fonctionnement un peu hiérarchique, pyramidal, tout ça, c'était relativement novateur. Donc voilà, c'est vraiment les prémices de choses qui fonctionnent beaucoup plus facilement maintenant, mais qui à l'époque étaient beaucoup plus expérimentales. Et ce groupe faisait le lien avec les managers et la direction, donc ce qui ne fonctionnait pas comme ça auparavant, puisqu'effectivement, il y a plus d'une centaine de managers à la CARSAT. On est avant la crise, avant les outils collaboratifs, avant la simplicité d'utilisation des webinaires, et communiquer en direct avec tous les managers, c'était pas si simple à l'époque. Donc effectivement, voilà, ça a initié pas mal de choses. Donc pour illustrer un petit peu quelques exemples des actions qui ont été mises en place par ce groupe de managers, donc ils ont proposé des ateliers du management à leurs collègues sur des thématiques qui avaient été votées et priorisées par les managers. Donc c'est eux qui ont choisi les thématiques sur lesquelles ils voulaient travailler. Donc ils ont proposé des ateliers sur la motivation au travail, la reconnaissance, la gestion des situations difficiles, la pratique des outils collaboratifs. Donc ce qui était souhaité par les managers, donc avec un bon taux de participation sur ces ateliers.
Ils ont fait beaucoup de veille en matière de pratiques managériales innovantes. Donc, ils ont participé à des forums, à des salons. Ils ont fait un voyage apprenant à la CEPAM de Carcassonne. Donc, on est dans le thème pour aujourd'hui. Ils ont proposé des cafés managers à leurs collègues, donc pour avoir des moments un peu conviviaux entre managers où ils pouvaient discuter entre eux et puis échanger sur des thématiques, donc par exemple des thématiques RH avec la participation du service RH. Donc voilà. Et on travaillait avec eux au niveau de la direction quand on faisait nos séminaires managers annuels 1 ou 2 fois par an pour travailler avec eux sur les besoins des managers, comment on allait animer la journée, les prestataires qu'on pouvait faire intervenir, etc. Donc voilà, pour illustrer un petit peu des actions concrètes qui ont été proposées par ce groupe-là. Donc cette expérimentation nous a apporté beaucoup, donc ça a permis de donner très largement la parole aux managers, de pouvoir leur faire exprimer leurs besoins. Hein, on est sorti un petit peu des schémas de des plans de formation un peu classiques où je dirais tout le monde rentrait dans un certain nombre de cases. Ça a vraiment renforcé et fédéré le collectif de managers, donc qui en avait besoin et puis qui l'avait exprimé. Hein, donc ça, c'était vraiment important. Ça a vraiment initié le dialogue avec la direction sur les thématiques managériales, hein, qui existaient mais qui n'étaient pas aussi, je dirais, réguliers et puis alimentés. Et ça a surtout initié vraiment une culture de l'expérimentation en matière d'innovation managériale qui depuis s'est vraiment largement répandue et ne s'arrête plus. Hein, c'est-à-dire qu'on s'est donné le droit d'expérimenter, de tester. Ça veut dire le droit que ça marche, mais le droit que ça ne marche pas aussi. Et les thématiques du management n'étaient pas forcément identifiées comme des thématiques où on pouvait faire ce genre de choses. Donc ça a vraiment libéré les possibilités. Il y a des choses qui ont aussi moins bien marché, parce qu'il faut le dire, hein, dans des expérimentations, il y a ce qui marche bien, puis des fois ce qui est un peu plus compliqué. Donc c'était un investissement qui était quand même lourd, hein, pour ces managers, puisque comme le groupe était autonome, ça voulait dire de l'implication et de l'investissement pour eux. Donc ils renouvelaient régulièrement leurs membres, mais ça restait effectivement un peu lourd et consommateur en temps. Il y avait des fois aussi des idées qu'ils avaient ou qu'on avait et qui étaient parfois difficiles de passer de la théorie à la pratique. Donc ça a pu des fois aussi générer un peu de déception sur des actions qui n'ont pas pu aboutir ou trouver leur public. Et puis, on avait initié en parallèle d'autres actions sur l'accompagnement managérial. Ça a fusé, je dirais, un petit peu de partout. Donc, des fois, au niveau de la cohérence ou de l'articulation, ce n'était pas toujours simple. Donc, c'était aussi des choses qu'il a fallu travailler. Donc, aujourd'hui, ce groupe MPM n'existe plus en tant que tel. Hein, donc, les membres ont cessé leur activité au premier semestre 2020. Hein, donc, parce que, effectivement, le contexte, en plus, là, du début de la crise ne s'y prêtait pas vraiment. Mais c'est une expérience qui a beaucoup apporté, hein, au collectif managérial de la CARSAT et donc qui a été le point de départ de beaucoup d'expérimentations et de projets autour du management à la caisse. Donc, notamment dans le cadre de notre projet d'entreprise actuel, donc qui a succédé au précédent, on a 2 projets, hein, sur les thématiques managériales, donc manager d'initiative et développer les compétences managériales, qui s'appuient, hein, notamment sur ce qui a été porté à l'origine par NPM. Donc, dans le cadre de ce nouveau projet d'entreprise, on essaye de recenser et de valoriser tout ce qui a été fait en matière d'initiative managériale, d'analyser les besoins des managers et de leurs équipes en matière de pratique managériale et de proposer de nouvelles expérimentations, donc qui devraient débuter début 2022. Par exemple, on a identifié des thématiques autour du manager facilitateur ou de la gestion de projets collaboratifs. Donc, voilà un petit peu sur cette expérience. Comprendre effectivement que vous instauriez la culture du test and learn, de l'expérimentation et avec carte blanche pour les collaborateurs. À ce sujet, vous avez développé, il me semble, une pépinière des projets. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus et en quoi ça consiste ? Oui, avec plaisir. Alors, je peux vous citer 3 exemples un petit peu de ce qu'on a essayé d'initier. Donc, le principe, c'est de se dire ceux qui veulent tester quelque chose ou expérimenter en matière de management, ils peuvent y aller. On les accompagne s'il y a besoin. Et puis après, en fonction de ce qui marche ou ce qui marche moins bien, on généralise ou on propose à leurs collègues en fait, d'intégrer ce type de démarche-là. Donc, premier exemple que je pourrais vous citer, c'est autour du thème du management visuel. Alors, le management visuel, aujourd'hui, c'est quelque chose de très largement répandu, connu et utilisé dans la plupart des organismes. Ça a été aussi développé de façon généralisée par la CNAV, mais nous, on l'avait initié en amont.
donc avant que ça devienne vraiment un outil beaucoup plus utilisé par des secteurs qui souhaitaient le tester et pas forcément d'ailleurs dans des secteurs auxquels on aurait forcément pensé au démarrage, puisque c'est la direction comptable qui a voulu se lancer en premier dans cette démarche-là. Donc voilà, on l'a accompagné et on les a laissés démarrer, puis après on a fait quelque chose de beaucoup plus généralisé, mais voilà, on l'a laissé se démarrer, je dirais, en mode un peu innovant dans un secteur. Je peux vous parler aussi du co-développement en service social. Donc même principe, hein, ce sont des techniques qui sont aujourd'hui de plus en plus généralisées, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc ça a été initié de façon spontanée par des managers du service social, parce qu'en plus, c'est une technique qui fonctionne bien avec les équipes du service social. Donc ils avaient envie de se lancer, on leur a dit allez-y, pas de souci, vous pouvez commencer à le faire. Et depuis, voilà, c'est quelque chose qui s'est généralisé. Et puis, un dernier exemple dont je pourrais vous parler, on a fait une expérimentation sur l'innovation managériale en partenariat avec la direction de l'innovation de la CNAV, la DINO, sur la période 2019-2020. Donc, ils nous avaient proposé, et évidemment, c'était complètement en phase avec ce qu'on était en train de lancer. Donc, on a proposé un groupe de managers, pareil, un peu de différents secteurs, d'identifier leurs besoins et quelles seraient les pratiques qu'ils aimeraient tester pour pouvoir y répondre. Donc, on a pu ainsi travailler donc, sur le management visuel encore, donc des managers, je dirais, un peu expérimentés sur le sujet, qui souhaitaient aller plus loin sur leurs pratiques. On a pu tester du management visuel digital, donc on était aussi avant, voilà, toujours un petit peu avant la crise, donc c'était à l'époque, on était encore en mode papier post-it et pas forcément en mode digital. Et puis, on a expérimenté aussi un baromètre d'humeur digital dans des unités qui souhaitaient voir un peu le climat social dans leur unité, donc quelque chose de plus localisé que le BSI. Et c'est un outil qu'après nous, on a utilisé pendant la crise, là par contre avec tout le personnel, et qui est maintenant l'outil national, Octomine, qui est utilisé au niveau de la CNAV. Donc voilà, donc ça a pu nous permettre, entre guillemets, d'avoir aussi un coup d'avance sur la maîtrise de ce type d'outil. Merci Madame Blanchard. Merci. A priori, vous avez bien réussi, parce que Jérôme, depuis tout à l'heure, il hoche la tête en disant que c'est dans le bon sens. Donc, tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Merci en tout cas à la CARSAT. On remonte un peu plus, on fait vraiment l'ouest ce matin. On va aller maintenant en Bretagne, voir l'URSSAF Bretagne. On a le plaisir d'accueillir, je ne sais pas s'il m'entend, Pierre-Vincent Bussière, qui est responsable ressources humaines à l'URSSAF. Je vous entends. Parfait, merci Monsieur Bussière. Avec vous, vous allez nous parler un peu. Alors, il y a plein de choses. On a parlé du RSI tout à l'heure un petit peu avec Jérôme, mais vous allez nous en parler un petit peu de l'impact du RSI, de l'intégration du RSI dans le régime général, ce que ça a pu avoir au niveau de l'URSSAF, et nous parler aussi du référentiel de posture qui est développé au sein de l'Union. C'est à vous. Je vous laisse encore quelques minutes pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous avez mis en place, la portée et en quoi ça fonctionne. Oui, écoutez, merci. Enchanté et ravi d'être là pour partager notre expérience avec vous. Écoutez, moi, quand j'ai rejoint l'URSSAF Bretagne, le directeur, M. De Zorzi, que je représente aujourd'hui, m'a dit, écoute, voilà, ce serait bien que tu t'occupes du projet de transformation managériale. Et donc, la première question que je lui ai posée, c'est pourquoi, mais je ne vais pas revenir dessus parce que très clairement, on partage les mêmes, le même environnement et les mêmes défis qui ont été très clairement exposés lors de l'introduction du webinaire. La deuxième question que je lui ai posée, OK, mais c'est quoi la transformation managériale? Et on voit bien que pour nous, un des premiers enjeux, c'était un enjeu de clarification parce que voilà, il y avait des bruits qui couraient, on parle de transformation managériale, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi plus concrètement? Et évidemment, comme ça concerne les managers, on se dit derrière, il va y avoir un enjeu d'adhésion. Donc, clarifier, faire adhérer, c'était les premiers éléments qu'on s'est donnés. Le deuxième, c'est qu'on s'est dit, et ça a été très, très justement dit, on s'est dit, c'est pas qu'une question d'humain vers les managers, c'est aussi des axes autour de l'organisation, c'est aussi de la technique à mettre en place, c'est systémique, comme l'illustrait très bien Monsieur Roteta. Donc, je vais tenter de vous illustrer ça de façon plus concrète. Alors, sur la clarification, quand on veut emmener un groupe de managers vers quelque part, c'est un acte de direction, parce que les managers eux-mêmes ne savent peut-être pas forcément là où on veut les emmener. Donc, l'idée, ça a été de réunir le CODIR dans un format atelier collaboratif, avec, dans le principe, de dire on veut quelque chose de clair, donc on va définir 4 missions pour les managers, parce qu'on veut quelque chose qui soit simple, qui soit communicant, qu'on puisse, dans lesquels les managers puissent savoir très clairement ce à quoi ils sont attendus. Donc, c'est ce qu'a fait le CODIR. Le CODIR a défini 4 missions pour les managers. Ensuite, on s'est dit, les managers, ils ont peut-être leur mot à dire en termes de clarification. Donc, on a réuni un groupe de travail
de managers qu'on a appelés managers éclaireurs et qui ont travaillé sur les postures associées aux missions. Et puis, on s'est dit, mais l'ensemble des managers peut peut-être contribuer à cette clarification, mais aussi avec l'enjeu d'adhésion. Donc, du coup, on a réuni tous les managers dans le cadre d'un séminaire qu'on a fait travailler en forme d'atelier, en leur expliquant ce qu'avait défini le CODIR, très clairement, la ligne de direction, en leur présentant les postures des managers éclaireurs et en les faisant travailler sur les pratiques. Comment ça se traduit concrètement, pratiquement, dans ma pratique de manager au quotidien. Le tout en le compilant dans un livret manager. Donc voilà la première approche qu'on a eue pour travailler sur l'axe humain. Évidemment, aujourd'hui, du coup, maintenant, on a notre référentiel d'attendu auprès des managers qui inspire notre politique de formation, c'est-à-dire comment notre formation va venir en appui des missions, des pratiques, des postures associées. On sait dire aujourd'hui, quand on recrute un manager, ce qu'on attend de lui. Et quand un nouveau arrive, on lui dit voilà ce qui est attendu dans le cadre de la pratique managériale. Le deuxième aspect que je voulais illustrer avec vous, c'est de vous dire que c'est vraiment un projet systémique. Donc, on a travaillé autour de l'organisation. Alors, il y a un gros sujet autour des URSSAF, puisque, comme vous le savez, on est issu de la régionalisation, et l'URSSAF Bretagne a énormément travaillé sur son organisation ces dernières années, en s'organisant par lignes cotisants, de manière à développer des offres de services adaptées à nos différents segments de clients ou de cotisants, et dans lequel la transformation managériale vient évidemment s'inscrire, puisqu'on attend de la part de la ligne managériale de l'écoute client. Et l'écoute client, quand on écoute nos clients externes, évidemment, on écoute nos clients en interne. Donc, c'est pour vous dire que la transformation managériale, elle s'inscrit aussi dans ces évolutions d'organisation. Plus concrètement aussi, aujourd'hui, on demande à nos managers d'animer plus les équipes en mode collaboratif, de donner du sens, d'assurer la performance, d'assurer l'accompagnement du développement des compétences, de faire grandir l'ensemble de nos salariés, d'accompagner les changements. Tout ça, c'est beaucoup de choses et ça demande du temps. Nous, à l'URSSAF Bretagne, évidemment, on a des managers qui sont beaucoup issus de la technique. C'était la voie d'évolution assez classique, d'évoluer vers le poste de manager en étant bon technicien. Et il y a un besoin aussi, au niveau des équipes, de répondre à ces problématiques techniques. Donc, on a créé une filière technique pour permettre aux personnes qui s'y retrouvent plus, mais dont on a besoin, qui sont importantes dans la vie de l'organisme, de pouvoir investir complètement les sujets techniques et aussi pour pouvoir dégager du temps pour que les managers puissent se saisir des sujets qu'on leur demande aujourd'hui. Donc, on a une filière technique avec des appels à candidature, par exemple des parcours qui peuvent être proposés sous forme d'appel à candidature pour des niveaux 3, 4 vers des niveaux experts techniques. Et aussi, dans l'ensemble des directions métiers, on a mis en place des cellules techniques avec des regroupements d'experts qui aussi peuvent faire du partage de pratiques entre eux et venir en appui et en réponse technique de nos collègues. Alors, le dernier point que je voulais illustrer, c'était de dire, on a travaillé sur l'humain, on a travaillé sur l'organisation, au travers de quelques exemples que je voulais donner, on travaille aussi sur des aspects plus techniques qui permettent de faciliter la mise en place de ces postures ou qui contraignent aussi un peu à mettre en place des postures. Donc, par exemple, on met en place des projets d'équipe annuels. Projets d'équipe annuels qui doivent être organisés par les managers dans un format collaboratif avec leurs équipes, qui visent à favoriser le collaboratif, mais aussi à donner du sens, puisque ces projets d'équipe s'inscrivent dans le cadre des priorités de la feuille de route annuelle, des priorités qui sont données, et qui induisent aussi nécessairement un changement de posture. Pour faciliter ça, on a développé un réseau de facilitateurs pour venir en appui de nos managers, parce qu'il y a quand même l'idée de les accompagner vers ces évolutions. Voilà quelques exemples en fait d'axes techniques qui viennent en soutien de la transformation managériale telle qu'on l'a pensée chez nous. Et puis un dernier sujet, on sait que les lieux et les espaces de travail contribuent aux relations et ont un impact sur les relations. Et donc nous avons un projet de flex bureau au niveau régional, mais qui va s'incarner dans notre siège très concrètement à partir du mois de juin, puisque on a revu le schéma immobilier complètement. Et donc à partir du mois de juin, nous allons investir un nouveau siège avec plus de bureaux attitrés, des espaces collaboratifs développés, des places des échanges, des lieux de créativité, pour pouvoir aussi, que les managers et l'ensemble des équipes puissent incarner les nouvelles postures qui sont aujourd'hui associées et demandées. Voilà ce que je voulais partager rapidement avec vous sur notre expérience.
Merci pour cette synthèse. J'ai une question à vous poser parce que l'un des points forts, je dirais l'ADN de votre approche, est de concilier à la fois déconcentration des sites, vous en avez parlé, je crois que vous en avez 7 sur toute la région Bretagne, spécialisation ligne cotisant, vous avez également mis l'accent dessus, et également autonomie des managers. Est-ce qu'en combinant entre guillemets ces 3 facteurs, vous ne craignez pas de générer des disparités à la fois dans le management des équipes, mais aussi en termes d'efficience dans la production finale au sein de la caisse? Vous avez raison, pour nous c'est un enjeu majeur. L'URSSAF Bretagne, on est 700 collaborateurs, on a 230 personnes au siège et 500 qui sont dans les autres départements. Donc ça renforce la nécessité et le rôle du manager dans un organisme très déconcentré comme le nôtre, d'où l'intérêt d'investir beaucoup sur le sujet de la transformation managériale. Premier aspect, il y a deux façons de l'aborder. On peut l'aborder géographiquement, mais on peut aussi l'aborder fonctionnellement, les disparités en termes d'appropriation de la culture managériale. Sur l'aspect fonctionnel, aujourd'hui, nous, à l'URSSAF Bretagne, il n'y a plus qu'un seul référentiel emploi et compétences pour tous les managers, qu'ils soient du manager opérationnel, manager stratégique ou agent de direction. C'est-à-dire qu'on est tous managers et dans la fonction managériale, on a tous les mêmes problèmes ou les mêmes enjeux ou les mêmes défis, suivant comment on voit les choses, à résoudre. Donc on tente de résoudre déjà ces disparités potentielles avec un seul référentiel qui se traduit aujourd'hui dans les EAEA et dans l'évaluation des managers. Le deuxième aspect, c'est effectivement pour éviter ces disparités qui existent de fait, de toute façon, et puis qui existent aussi parce qu'on a des cultures de sites différentes. La régionalisation date de 2013, mais les cultures vont moins vite que les organisations, vous le savez. Donc, du coup, effectivement, on a des différences culturelles. On travaille sur la notion de communauté des managers. Alors, nous, on pense que pour la communauté des managers, c'est un bien grand mot, mais il faut que ça s'incarne. Donc, la première idée, c'est que tous les managers vivent une expérience en commun. Donc, on développe le co-développement de manière, parce qu'on est vraiment dans l'échange de pratiques et dans le métier du management. Donc, voilà, l'ensemble de nos managers font partie de groupes de co-développement. On va travailler sur la refonte de nos EAEA avec des temps de formation où on réunit tous les managers sur les mêmes formats de formation pour vivre des expériences communes et travailler justement à l'harmonisation de nos pratiques à l'échelle régionale qui, comme je le disais, est un enjeu important pour nous. Merci pour votre point. Ah, j'ai un écho au plateau, mais c'est pas grave, ça fonctionne, c'est impeccable. Merci en tout cas pour ce point et un peu ce panorama global que vous nous avez offert de l'URSSAF Bretagne. Et maintenant, on va basculer sur la dernière caisse. On en a un petit peu parlé en amont. Certains animateurs, intervenants ont même visité cette caisse. On peut faire des visites aussi de tourisme managérial au sein de la sécurité sociale. Et on va descendre dans le sud, dans l'Aude, à Carcassonne pour être précis, où le directeur de la CEPAM de l'Aude, Antoine Bourdon, est avec nous, si je ne dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas de bêtises, Alexandre. Je suis bien là et je vous préviens, la Caisse de l'Aude n'est pas encore un musée, même si on vous accueille bien volontiers. Alors, je vais vous dire quelques mots sur cet OVNI, parce que je pense qu'à l'échelle de la sécurité sociale, la Caisse de l'Aude reste encore un peu atypique, puisque nous fonctionnons depuis 2015 sur ce qu'on appelle le modèle de l'entreprise libérée. Alors, c'est étrange pour moi, parce que moi, je suis un vieux de l'assurance maladie, mais j'ai passé 8 ans en ARS en Bretagne jusqu'à fin 2018, et quand je suis arrivé début 2019, l'aventure avait déjà commencé depuis un peu plus de 2-3 ans. Alors, autant vous dire que le choc culturel a été relativement important pour moi. En gros, de quoi ça parle l'entreprise libérée? Je vais vous donner une petite définition qu'en avait donnée Jean-Marc Le Gall dans un article au Monde en 2011. Il dit en substance, c'est une forme organisationnelle dans laquelle les salariés sont totalement libres et responsables dans les actions qu'ils jugent bon, eux, et non leur patron, d'entreprendre. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, c'est assez intriguant. On peut se demander jusqu'où ça va. Alors, déjà, il y a quand même 2-3 éléments un peu fondateurs de la démarche. D'abord, c'est le pari de l'intelligence collective. C'est aussi un autre enjeu majeur et qui est encore, à mon avis, encore largement à explorer dans nos réseaux, c'est le partage de la responsabilité dans la décision. Et puis enfin, peut-être de manière plus pratique, c'est l'occasion qu'on donne à chaque salarié de prendre la parole, de donner son avis, de proposer, de participer à la co-construction des solutions pour son service, pour l'organisme ou bien entendu pour les publics que nous servons. Alors il a fallu quand même donner du sens et de la perspective à ce postulat, parce qu'à ce stade, on reste encore dans la théorie. Et donc, on a bâti, et les équipes avant mon arrivée ont bâti avec l'ensemble de la direction, des cadres, une vision de l'horizon 2030 autour de 4 axes qui étaient censés, je dirais, incarner, porter un peu, je dirais, la vision stratégique de la Caisse dans le sens de l'entreprise libérée. D'abord, un premier axe qui était prévenir et plus seulement guérir, donc on voit l'enjeu de la santé. Deuxièmement,
accompagner et plus seulement payer. Troisièmement, simplifier pour mieux vivre notre santé. Et enfin, effectivement, pour porter la démarche, la caisse de l'autre s'engage pour vous. Alors, au-delà de l'intention stratégique portée par la vision, on a aussi défini des valeurs qui sont importantes pour nous encore aujourd'hui. La solidarité, la responsabilité et le respect, et des mots-clés pour faire vivre les valeurs au quotidien, la bienveillance, la confiance, la simplicité, le droit à l'erreur et le droit à l'initiative. Et enfin, parce que sinon, si on n'avait pas ces principes d'action, on ne serait pas réellement libéré, ou en tout cas, on n'essaierait pas de l'être au quotidien. Deux principes. Le premier, c'est celui qui fait, qui sait. C'est-à-dire qu'on met vraiment la responsabilité et la décision au niveau de celui qui, au quotidien, assure le métier, assure véritablement le job. Et l'autre élément, c'est de dire que l'autorité de l'argument vaut plus que l'argument de l'autorité. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système où la décision est descendante, mais on est vraiment dans un système où, au contraire, la décision et la reconnaissance et la légitimité de la décision peut être accordée à celui qui fait le job au quotidien. Et avec tout ça, finalement, à ce stade, un peu pour finir cette partie un peu théorique, c'est de dire qu'on fait un pari, parce que notre pari, c'est de se dire, finalement, on peut être libéré et performant. Et l'enjeu de cette démarche de fond extrêmement volontariste, c'était de dire, on va essayer de rester performant tout en mettant en œuvre des structures et des leviers de changement extrêmement massifs. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? Concrètement, d'abord, et c'est la première étape, et s'il n'y a pas de cette première étape, on n'est pas dans la libération, c'est une remise en cause fondamentale du rôle et des prérogatives de la direction. C'est véritablement un cataclysme, je dirais, culturel pour les directions, pour les directeurs et les agents de direction, au sens où il faut un peu revisiter sa posture, revisiter le sens de son engagement professionnel dans ce métier de direction qu'on nous apprend autrement dans les écoles, et notamment à l'EN3S, et là aussi, c'est quelque chose encore à creuser à mon avis, mais qui est vraiment fondamental. Le deuxième élément de transformation, c'est celui qui touche notre encadrement, puisque nous avons aussi réussi à créer un nouveau rôle pour les cadres, qu'on appelle nous des accompagnateurs. C'est le fameux pas de côté pour justement ne plus être en surplomb, mais être à côté d'eux, et de permettre à l'ensemble des salariés de la Caisse de s'épanouir dans leur travail, et de permettre, là aussi ça a été dit, de grandir et d'être à leur tour des acteurs. Le troisième élément, c'est qu'on a mis en place une gouvernance collaborative extrêmement ouverte à la participation et à la codécision. On a un vendredi sur deux, avec l'équipe de direction, ce qu'on appelle une assemblée libératrice avec des salariés volontaires pour venir échanger, partager des projets, participer à un certain nombre de décisions. On fait le même travail avec nos accompagnateurs un mardi sur deux en réunion de développement collectif, où on a là réinventé des rubriques qui correspondent vraiment à ces lieux et à ces temps d'échange qu'on veut pour co-construire, pour partager et pour partir ensuite avec aussi des projets en commun renforcés. On a même, sur le plan budgétaire, mis en place ce qu'on a appelé un copil cache-cache, où on peut discuter avec là aussi des agents volontaires qui participent à cette instance à un certain nombre de décisions, alors sur les autres comptes de fonctionnement, pour justement au quotidien décider ensemble d'actions qu'on va financer dans le sens aussi de l'entreprise libérée. D'autres groupes thématiques, un exemple simplement, on a repensé tout le siège de Carcassonne il y a quelques années, on avait mis en place un groupe Esprit Design qui était largement animé par des agents de façon très autonome pour là aussi proposer des aménagements nouveaux. Évidemment, les innovations RH, puisque c'est au cœur de la discussion de ce matin, elles sont nombreuses. Le recrutement par les pairs, depuis maintenant 4 ans, on fait du recrutement par les pairs de façon intégrale. Les pairs, c'est évidemment au niveau des services, au niveau des pôles. Et depuis mon arrivée, on a mis en place le recrutement par les pairs pour les nouveaux agents de direction. C'est un truc assez inédit, je pense, mais qui est extrêmement puissant parce que les collaborateurs futurs et les partenaires futurs de l'agent de direction participent à ce recrutement et croyez-moi, c'est assez fort. On a aussi donc le dialogue d'engagement qui est venu remplacer, enfin en tout cas transformer l'entretien d'évaluation, parce que le dialogue d'engagement permet à chaque N-1 de co-construire le dialogue d'engagement avec le N+1 et d'apporter ses propositions d'objectifs pour l'année qui vient, tout en évaluant, bien entendu, de façon complètement partagée, le travail qui a été fait l'année précédente. On a systématisé le feedback aussi dans les points de situation, où là aussi le N-1 peut dire à son N+1 ce qui va pas de son point de vue, ce qu'il attend du N+1, et c'est vraiment une égalité de dialogue et qui est extrêmement forte aussi et qui permet là aussi de réguler beaucoup la relation au quotidien. La liberté d'expression, elle est évidemment consubstantielle à la démarche d'entreprise libérée, c'est presque un droit aujourd'hui qui est exercé sans limite, mais avec beaucoup de régulation collective. On l'avait testé avec notre intranet qu'on appelait Audace, et depuis que nous avons un réseau social d'entreprise nationale, l'IAM, on a évidemment transféré à la fois nos envies et nos pratiques sur l'IAM, et on a un LIAM Aude qui est extrêmement aussi animé et co-construit et coproduit par l'ensemble du collectif qui peut écrire directement
des articles, publier, faire des petits reportages sur la vie des services de façon complètement autonome. Pour accompagner tout ça, on a créé évidemment nous aussi une mission de facilitation qu'on a essayé d'explorer sous diverses facettes avec l'accompagnement de tous les nouveaux arrivants, avec l'accompagnement des équipes pour créer, pour produire, être vraiment dans des démarches d'innovation, avec l'animation de toutes les démarches d'innovation précisément, et enfin avec aussi, parfois c'est nécessaire, ce qu'on appelle le diffusing sur les situations sensibles, les conflits interagents ou les situations difficiles dans les accueils qui nous permettent d'accompagner aussi effectivement les salariés qui en ont besoin au moment voulu. Et enfin, tout cela, on l'a porté avec une politique d'innovation relativement forte, en créant d'une part un lab qu'on a appelé IAM Lab pour plutôt essayer d'inventer des solutions nouvelles pour nos publics, et parfois en lien avec nos amis de la CAF, quand on avait les mêmes publics, ça on a pu le faire. Et puis un accélérateur de projets pour simplifier ou innover en interne plutôt sur les processus qu'on a appelé Incube, là aussi avec pas mal de belles réalisations. Alors une fois qu'on a dit tout ça, finalement, ça fait un peu, c'est presque le monde parfait. Ben non, on n'est pas dans un monde parfait, on est dans un monde réel. Et notre modèle, finalement, on a le sentiment qu'il est encore largement en développement avec 3 enjeux. D'abord, 3 enjeux qui sont liés à un renouvellement complet de l'équipe de direction en 2 ans. Donc le premier enjeu qui apparaît à travers aussi ce changement, c'est l'enjeu de la poursuite. Qu'est-ce qui se passe quand une transformation aussi fondamentale est engagée et que finalement, non seulement il y a un nouveau directeur, mais au fil de l'eau et en 2 ans sur une période courte, il y a effectivement toute une nouvelle équipe. Donc ça veut dire que cette nouvelle équipe doit aussi entrer dans la démarche pour ne pas casser et en même temps apporter aussi du sang neuf et aussi des idées nouvelles. Deuxième enjeu, c'est celui de la soutenabilité, parce que là aussi, la crise sanitaire nous a amené des missions nouvelles, des charges de travail extrêmement fortes, et donc le temps imparti effectivement à l'investissement dans la vie et la démarche collective, est-ce qu'il est toujours le même quand on est en crise et quand on est en tension effectivement sur ces missions nouvelles et ces charges absolument démentielles qu'on a connues et qu'on connaît encore en assurance maladie, encore aujourd'hui, parce que la crise n'est pas finie. Et puis le troisième enjeu pour moi, c'est celui de l'adaptabilité, c'est-à-dire on est aussi sur des réductions tendancielles de moyens, et en quoi ça va nous permettre aussi d'être peut-être plus agile pour anticiper le futur, la réorganisation des organismes, peut-être le regroupement de certaines missions, la transformation du réseau, puisque c'est aussi un enjeu qui nous concerne tous, et notamment nous dans l'assurance maladie. Alors au fond, le constat qu'on peut faire, c'est que c'est un modèle qui résiste plutôt bien, qui est adaptable, qui est plutôt agile, on a des équipes qui sont engagées, mais quand même, moi j'y mettrais trois bémols. Le premier, c'est qu'on a besoin de collectifs qui restent très forts. Et la vie à distance et le management à distance nous a fragilisés quand même. Ça, c'est incontestable. Et même si on avait effectivement cette agilité, cette capacité de travailler ensemble, ça nous a aidés, mais jusqu'à un certain point seulement. Le deuxième, c'est que bien évidemment, on est touché comme tout le monde par une fatigue générale qui peut provoquer parfois un repli sur soi et donc une moindre participation aussi à la vie collective. Et puis le troisième, c'est, je dirais, un peu les tensions qu'on règle au quotidien entre des charges de travail sur lesquelles on doit être présent très fortement et ce besoin qu'on a en même temps de pouvoir dégager du temps pour continuer à vivre collectivement certains projets, continuer à créer, continuer à innover. Finalement, pour conclure, je dirais qu'on a quand même connu des vraies réussites pendant la crise, au moins sur 3 plans. D'abord, on a eu un bon niveau de performance sur la durée. Et ça, c'est moi je considère que c'est vraiment, pour moi, une marque de l'engagement. Alors, est-ce que c'est lié au projet ou est-ce que c'est lié aux hommes et aux femmes? Je dirais que c'est un peu les deux, mais c'est quand même très, très fort. Le deuxième, c'est qu'on a réussi à lancer notre projet d'entreprise, notre nouveau projet d'entreprise pour écrire la suite de l'aventure qui s'appelle Grandir ensemble. C'est vraiment pour nous un terme qui a beaucoup de sens et ça va nous permettre, j'espère, de réussir. Moi, ce que je considère comme une nécessité, c'est l'ancrage de la démarche dans la durée, puisque cette démarche, elle continuera une fois qu'on sera parti et que d'autres prendront notre place. Et puis le troisième, c'est aussi ce qu'on a réussi à faire, c'est la mesure de notre résilience collective. On a voulu creuser cette notion-là, on a fait une enquête importante en interne avec tous nos salariés, on a eu 2 chiffres simplement pour marquer vraiment notre résultat. Le premier, 77% de participation, ce que je trouve absolument exceptionnel parce que ça arrivait juste avant le BSI, sur lequel on a fait 48%, et puis on avait aussi un baromètre bien-être qu'on a passé à l'automne, et on voit bien qu'à chaque fois, ça répond beaucoup, ça participe beaucoup, donc ça, c'est important. Et l'autre élément, pour moi, de cette résilience et de cette mesure de la résilience, c'est que le sentiment d'appartenance et la fierté d'appartenance à la caisse primaire d'assurance maladie a été exprimé sur le score le plus haut pour 93% de nos salariés. Et là, on voit bien aussi l'importance d'une démarche qui réaffirme la fierté d'appartenance et le sens du service public qu'on veut tous. Alors, au fond, qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? Il faut qu'on réembarque notre collectif managérial dans son ensemble sur un nouveau projet, qu'on se réaligne ensemble, qu'on réaligne aussi nos équipes parce que précisément, on voit bien que ce modèle, il faut le consolider au fil de l'eau. Et puis, nos accompagnateurs ont pu être aussi au démarrage de la démarche un peu ébranlés par le changement, puisqu'ils ont été
je dirais, un peu déstabiliser encore plus que nos équipes dans l'ensemble. Et puis, on a aussi envie de continuer à partager notre expérience. C'est ce qu'on fait depuis quelques années. Donc, on est ouvert évidemment aux visites. Et merci à Diane Blanchard de rappeler qu'on est aussi là pour accueillir les collègues du réseau ou parfois d'ailleurs, en dehors du réseau. Mais on est aussi très désireux de continuer nous-mêmes à nous enrichir parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir inventé la solution miracle pour tous nos organismes. En tout cas, on sera très heureux de pouvoir partager à nouveau cette expérience quand les conditions sanitaires nous permettront d'être à nouveau en porte ouverte. Merci, M. Bourdon. Merci, M. Bourdon. Donc, moi, une petite question, mais alors très, très rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps. J'ai cru comprendre que finalement, cette volonté de favoriser l'autonomie et puis libérer les énergies avait permis de construire et mettre en place de nombreuses actions orientées à usagers, assurés. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples vraiment marquants de ces initiatives collaborateurs orientés à usagers ? Oui, bien sûr. Alors d'abord, simplement rappeler que c'est un principe fort de la démarche, c'est qu'il est absolument nécessaire de rendre possible la participation des salariés volontaires à la vie collective, aux démarches d'idéation, aux démarches d'innovation. C'est-à-dire que c'est pas une variable d'ajustement, il faut pouvoir constamment, je dirais, trouver le point d'équilibre entre le temps sur le poste de travail et le temps dans la démarche d'innovation et d'idéation. Ça, c'est vraiment un point important. Alors, deux illustrations qu'on a pu, je dirais, construire au fil de l'eau. D'une part, on avait inventé, il y a déjà de cela 3 ans, un nouveau métier qu'on avait appelé conseiller assurance maladie senior, puisqu'on avait fait le constat que dans un département aussi précaire que l'Aude, de nombreux assurés, notamment des assurés âgés, dans des territoires reculés, méconnaissaient leurs droits et donc se privaient d'une partie de leurs droits et surtout de l'accès aux soins auxquels ils pouvaient prétendre. Et donc, on est allé, en travaillant avec des partenaires, notamment la CARSAT, aussi repérer des situations de personnes très isolées et on est allé au-devant sur le terrain de ces personnes très isolées, justement. On a libéré du temps agent, on a inventé ce nouveau métier et on a pu préfigurer en quelque sorte ce qui est devenu pour l'ensemble des organismes de caisse d'assurance maladie, la FIDAS, puis aujourd'hui la mission d'accès aux soins qui montre toute son importance. On a pu aussi réaliser, je le disais tout à l'heure, avec le IAM Lab, du design thinking sur justement l'accueil des publics communs à la CAF et la CEPAM, notamment le parcours maternité qui est, je pense, qui parle à tout le monde ici autour de cette table. Et pour nous, c'est important de continuer à consacrer du temps justement à cette idéation et une manière de toujours mieux faire. Dernier exemple, on vient de boucler une première phase aussi de travaux du projet d'entreprise sur les axes que j'évoquais tout à l'heure. On a volontairement mis en place une démarche extrêmement participative et surtout très autonome, avec des groupes de travail librement constitués, représentatifs des services et relativement peu encadrés. Simplement, on avait une démarche d'accompagnement sous forme d'un petit club projet d'entreprise dont moi j'étais le sponsor avec un certain nombre d'accompagnateurs pour rendre possible les travaux des groupes, mais en les laissant dans une grande liberté d'expression. Et on a eu des très belles propositions sur les différents axes, et notamment sur l'axe service au public, assuré, relations clients. Alors, je ne peux pas en dire plus ce matin. D'abord, on n'a pas le temps. Et puis, deuxièmement, on est en train de consolider les résultats pour les partager en interne début janvier. Mais ça nous montre on est dans le bon sens et que plus on prend du temps pour réfléchir tous ensemble à nos publics, et mieux, je pense, on servira à nos publics dans le futur. Merci, M. Bourdon, pour ce point. Virginie, la parole est à toi. Il y a des questions des spectateurs ? Vous avez bien réagi et on est ravis de pouvoir répondre en tout cas à vos questions. Donc peut-être on va commencer par une première question qui est destinée alors à la CAF donc, de Pau et Bagnoles. Vous vous êtes fait accompagner dans votre démarche. Si oui, quel est le prestataire et comment ça s'est passé? Alors en quelques secondes, on vous invite à répondre. Merci. Alors oui, on a été accompagné par un prestataire qu'a priori je peux citer ici, du coup c'était Greenworking, qui nous a aidé sur la méthodologie, qui a été aidant pour consolider tous ces travaux, sachant qu'on était dans une démarche véritablement collaborative, donc associer tous les agents qui souhaitaient y participer. Donc forcément, tout l'enjeu c'était d'apporter beaucoup de méthodologie. Voilà, donc c'est un enjeu. Un axe d'optimisation, c'est peut-être d'être challengé plus sur le fond via le prestataire ou via des intervenants extérieurs. C'était ça un petit peu la limite dans la construction. Pour votre réponse, on reste sur la dynamique avec une question plutôt pour la CARSAT, cette fois-ci Aquitaine. Pouvez-vous nous indiquer qui animait vos ateliers de management, s'il vous plaît ?
Oui, tout à fait. Alors, bon, même principe, je vais citer un nom, mais on avait été accompagné par un prestataire local qui s'appelle Skill Lab, hein, donc qui travaille sur tout ce qui est thématique de management et qui était en capacité de nous accompagner, voilà, avec effectivement des techniques d'animation participative sur ces sujets-là. Une autre question, plutôt à destination cette fois-ci de l'URSSAF Bretagne. Plus de bureaux attitrés. Comment vous préparez, vous accompagnez ce changement à venir? Oui, bah c'est un grand changement. On l'accompagne d'abord parce qu'on a mis en place un réseau d'ambassadeurs en fait, hein, pour co-construire les espaces de travail. C'est-à-dire que les espaces de travail n'ont pas été définis par la direction, ils ont été définis ou co-construits par les équipes avec un cadrage général évidemment, hein, puisqu'il y a des impacts budgétaires. Et donc on accompagne ça en associant autant que possible les salariés. Et en permettant aussi, en trouvant des solutions pratiques pour les questions qui se posent. Par exemple, vous avez des postes aménagés avec des gens qui ont des fauteuils spécifiques, donc eux conservent leur poste aménagé. On a mis en place des casiers parce que les gens s'inquiètent de savoir où est-ce qu'ils peuvent mettre les affaires. Voilà. Et on travaille tous ensemble en fait au déroulement de ce projet. Merci. Une dernière question avant de conclure cette émission. Monsieur Bourdon, comment vous avez fait pour embarquer l'équipe de direction à la gouvernance collaborative et à la remise alors peut-être de leur rôle? Je pense que c'est là fait référence au recrutement, notamment entre pairs pour les ADD. Alors, d'abord, quand on arrive dans un organisme, quel qu'il soit, on arrive avec sa culture et son expérience, y compris quand on prend un premier poste de direction, ce qui est le cas d'une de nos collègues au sein de l'équipe qui nous a rejoint en début d'année. Donc, c'est important qu'on fasse de l'acculturation. Alors, on a déjà, quand on arrive à la Caisse de l'Aude, comme n'importe quel agent qui arrive, ce parcours d'intégration qui est fait par les facilitatrices et qui nous trempe dans le bain pratiquement tout de suite, puisqu'on a les 2 premiers jours d'immersion et d'acculturation. Donc, c'est un peu une première couche, si j'ose dire. Après ça, bien entendu, il y a quand même cette idée que quand on arrive dans un organisme tel que celui-là, il faut que, on le savait avant de postuler, on adhère un peu dans l'esprit quand même à quelque chose d'assez différent de ce qu'on a pu connaître ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est d'arriver à se dire, est-ce que je vais m'intégrer, est-ce que je vais réussir, est-ce que voilà. Cela étant, ça nécessite aussi de l'accompagnement, alors par l'équipe de direction elle-même pour le nouvel arrivant, par l'ensemble du collège des accompagnateurs et notamment ceux qui ont participé au recrutement par les pairs, et puis aussi parce que c'est nécessaire par un accompagnateur extérieur qui nous accompagne et qui travaille avec nous sur la cohésion d'équipe et à la fois sur la cohésion de l'équipe elle-même, mais aussi dans les relations avec l'ensemble du collectif de travail. Voilà, c'est une somme d'actions qui sont relativement précises et calandées dans le temps. Et encore aujourd'hui, on continue de poursuivre aussi ce travail sur la cohésion, puisqu'encore une fois, il n'y a pas, je crois, d'exercice de direction pur et parfait, ni à la Caisse de l'Aude, ni ailleurs. C'est un travail permanent. Merci M. Bourdon. Virginie, on va passer sur la dernière séquence avec Jérôme. Il nous en parle un petit peu de ce qu'il a entendu, quoi. Oui, effectivement, sur les 4 démarches qui ont été présentées, Jérôme, est-ce qu'il y a des éléments marquants ou des solutions qui ont été expérimentées qui retiennent vraiment votre attention? Alors, pour éviter d'être redondant avec nos spectateurs, déjà, moi, il y a 4 éléments sur lesquels je voudrais zoomer. Le premier, c'est ce qui m'a frappé sur les 4 expériences, c'est le profond engagement et la vraie authenticité avec laquelle nos invités ont parlé de leurs expériences. Qu'ils soient directeurs pour 2 d'entre eux, qu'ils soient directeurs ou responsables des ressources humaines, on voit bien qu'il y a un engagement qui est fort, qui est incarné, et ça, je pense que c'est un des éléments fondamentaux de réussite des transformations managériales qui sont en cours ou qui sont encore devant nous, parce que je pense qu'on est loin d'être au bout. Deuxième élément, je vais rentrer un peu plus dans le détail. On sent bien qu'on a un besoin de travailler sur un levier de transformation qui est assez puissant, qui est l'évaluation individuelle. Ça a été évoqué à 2 reprises par la CAF des Pyrénées-Atlantiques, mais aussi par la CEPAM de l'Aude. On voit bien qu'on a un travail à mener là-dessus. C'est un travail qu'on a d'ailleurs engagé avec le Lab RH, à travers la toute première expérience d'ailleurs du Lab RH et le prototypage de solutions. Nous, au sein de la branche retraite, on est en train d'expérimenter maintenant quelque chose de plus précis encore. On va tester des solutions dans 3 caisses.
Et je pense qu'on a besoin, tous ensemble, de venir transformer ce moment qui devient complètement décorrélé de ce qu'on est en train de vivre, l'hybridation. On voit bien qu'on a besoin, avec cette accélération des temps, à avoir un rapport beaucoup plus proche, beaucoup plus régulier dans le dialogue managérial, dans la discussion entre le collaborateur et son manager. Je ne vais pas plus loin parce que je pourrais faire très long sur le sujet. Troisième sujet, il y a un élément intéressant qui ressort aussi, c'est le travail mené par les caisses en matière de formation et de modalités d'accompagnement, avec déjà des dynamiques qui s'engagent en interbranche et en interorganisme, mais quand même locales. Et là encore, je cite Jérôme Rotetta, mais aussi Diane Blanchard, d'une certaine manière, on voit bien qu'on a besoin de travailler sur, non pas la formation initiale du manager, mais sur un accompagnement continu, avec de nouvelles modalités, l'introduction du coaching, du co-développement, le design thinking, toutes ces nouvelles modalités. Moi, ça me frappe parce qu'on a évoqué tous ces sujets dans un séminaire récent interbranche, et je pense qu'on a besoin d'aider les organismes à mutualiser leurs efforts et à créer quelque chose qui ne soit plus un catalogue, comme nous l'avons, et qui est très riche et qui est très bien fait, que ce soit au niveau de l'EN3S ou de l'Institut 410, mais en tout cas de proposer des parcours complètement intégrés pour qu'on homogénéise la pratique d'accompagnement et de formation de l'ensemble de la communauté managériale de notre institution. Dernier élément, c'est le management en tant que tel, et je finirai là-dessus. Alors après, on peut parler d'entreprises libérées. C'est audacieux de parler d'entreprises libérées à la Sécu, parce qu'on est quand même sur une activité qui est extrêmement normée. Et ça, même à la CEPAM de l'autre, je crains que de toute façon, il y ait quand même un certain nombre de normes qui s'appliquent et que ça puisse venir percuter tout ce qui peut être entrepris avec l'autonomie. Mais globalement, on voit bien qu'on a un mouvement qui a été incarné aussi par ce qu'a dit Diane, que moi je pourrais qualifier de management libéré. Est-ce que déjà on offre à nos managers la possibilité d'être responsables, autonomes? On est tous assis, alors particulièrement sur les caisses de taille importante, c'est peut-être un peu moins vrai sur les plus petites, mais sur des pyramides hiérarchiques un peu lourdes qu'il nous faut retravailler. Nous ne pouvons pas être dans un conservatisme absolu. Et moi, il y a un élément qui m'a beaucoup séduit dans le discours de Pierre Vincent de l'URSSAF Bretagne, quand il dit « on est tous managers ». Il y a cette notion aussi de l'incarnation de quelque chose par l'agent de direction. Et quand on dit que l'agent de direction est un manager, bah, ça enfonce peut-être une porte ouverte, mais c'est pas rien de le dire. Parce que parfois, moi j'entends des agents de direction qui sont solidaires de leur communauté managériale, mais en dehors. C'est-à-dire que c'est les têtes pensantes qui peuvent se situer un peu au-dessus de la mêlée. Moi, je pense qu'on est dans une réalité aujourd'hui de vie où il faut déstatutariser, je l'ai dit et je crois que le mot est exact, il faut que les agents de direction s'engagent dans cette bataille où ils se sentent eux-mêmes managers, où ils s'en sentent embarqués eux-mêmes dans la transformation de leur propre pratique, parce qu'on ne peut pas attendre des autres ce qu'on n'est pas en capacité nous-mêmes de transformer dans nos pratiques. Et je pense qu'il y a notamment un élément extrêmement important qui peut faciliter cette transformation managériale à l'aune de l'hybridation qui est en cours là, c'est la simplification dans nos organisations. On est extrêmement marqué par la bureaucratie, la lourdeur de nos processus, et tout ça n'a pas toujours une appartenance réglementaire. Justement, vous ne craignez pas que dans le monde d'après hybride, toutes ces potentialités soient freinées par le fait que, par exemple, un collaborateur est 2 jours par semaine chez lui, n'est pas auprès de ses équipes, auprès de ses managers? Si on est dans un télétravail que je qualifie de raisonné, et c'est ce qui est en train de se faire partout en France, dans tous les organismes, on peut réussir le défi de maintenir le lien, de dynamiser les collectifs et de faire en sorte qu'on n'anime pas un collectif que 2 jours ou 3 jours par semaine, mais bien 5 jours par semaine avec des modalités différenciées. Donc, bien sûr que le défi est énorme, bien sûr qu'il embarque la capacité des managers à se saisir des outils collaboratifs, à ne pas proposer la même expérience collaborateur, je reprends un terme qui a été utilisé ce matin, la même expérience collaborateur à domicile ou sur le lieu de travail, à pouvoir gérer l'asynchrone, à pouvoir
finalement se servir peut-être aussi de relais au sein de l'équipe. Dimension très intéressante de l'URSSAF Bretagne qui a dégagé une filière technique pour dégager du temps aux managers. C'est très piégeux, hein, cette notion-là, parce que avec un déficit d'attractivité sur la fonction managériale qu'on constate partout, pourrait y avoir le risque que tout le monde essaye de s'engouffrer dans la filière technique, qui est beaucoup moins lourde en matière de charge mentale. Mais en tout cas, la dynamique pourrait être intéressante à observer dans la durée. Et c'est vrai que si on arrive à repositionner le manager vraiment sur son cœur de métier, on ne manage plus à la sécu le vendredi après-midi seulement, et le reste du temps à pouvoir faire de la supervision, de la distribution de charges ou de la planification. On manage du lundi au vendredi et c'est un vrai métier. Si on arrive à bien identifier ce qu'on attend du manager aujourd'hui, l'hybridation, ça pourra très bien passer. Ce qu'on a constaté dans la crise sanitaire, c'est que les managers qui étaient déjà à l'aise avant, ils ont très très bien réussi. Par contre, il y a eu un effet zoom énorme, un effet loop énorme. Ceux qui étaient un peu en difficulté, qui étaient focalisés sur des tâches un peu techniques, sur une supervision à 100%, sur une défiance assez forte, sur une surveillance des horaires, ceux-là, ils ont parfois explosé en plein vol. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci Jérôme d'être venu pour cette émission, d'avoir été un peu le parrain. Je fais un bien grand mot, mais merci en tout cas pour tous les témoignages qu'on a reçus et merci de votre invitation. Merci pour tous vos propos. Effectivement, nous allons conclure. On a dépassé de quelques minutes. Pour vous redire également qu'on retrouve les webinaires, les replays des webinaires sur le site du LabRH, donc labrh.ucans.fr. Et vous retrouverez également sur la cartographie des innovations les fiches plus détaillées des expérimentations qui ont été déployées dans les organismes. Encore merci à vous. Rendez-vous pour la prochaine émission en février. Et puis d'ici là, bonne fête à tous et à toutes. Merci à toutes et à tous. Au revoir.